Ben parfait. Aujourd'hui, on est avec moi, Kimi Will, et Liam Chiche. et David Thériault. David Thériault, le président de Official Elite Association. Et on commence. Ben, premièrement, David, est-ce que tu peux parler un peu de c'est quoi OEA? Oui, absolument. Premièrement, les gars, merci beaucoup de l'invitation à votre podcast. Félicitations pour ce projet-là. Puis, je souhaite que du bon là, dans votre futur comme entrepreneur. Là. C'est vraiment agréable d'être reçu aujourd'hui. Là. C'est vraiment gentil. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui regardent, c'est quoi OEA? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ben, OEA, c'est le brand name Official Elite Association. Ça a été créé en 2015 par moi-même. Dans le fond, ça a commencé au début, je pensais jamais que ça allait se rendre là. Ça s'est dessiné en cours de route parce que bientôt, ça va faire presque 10 ans là, qu'on est en opération. Ça fait 9 ans maintenant. Il est arrivé toutes sortes d'événements en 9 ans quand même. Là, pour faire une histoire courte, au début, on était un regroupement d'arbitres privés, des arbitres au hockey. Okay. Fait qu'on était le seul regroupement d'arbitres privés. Au début, c'était pas du tout gros comme que c'est là en ce moment. Sauf qu'on s'est vraiment spécialisé dans le développement des officiels au Québec, mais au privé. Okay. La seule organisation qui faisait ça, c'était la Fédération de hockey sur glace, qui est Hockey Québec ou Hockey Canada. Fait que la seule manière que tu pouvais devenir un arbitre, c'était d'aller là. Fait que nous, on a créé un service privé d'officiels élite à la base. Fait que les clients qui étaient principalement des académies scolaires ou des programmes privés scolaires. Dans ce temps-là, c'était la Ligue de hockey préparatoire scolaire. Et ils nous appelaient, ils demandaient un service pour les officiels. Nous, on recrutait les meilleurs officiels possibles dans un jeune âge, puis avec des vétérans, pour mixer ces jeunes-là ainsi que les vétérans pour donner le meilleur service possible aux clients qui étaient les académies scolaires. Et par la suite, on dispatchait les arbitres selon les matchs, selon leur talent, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au départ, c'était ça from scratch. Nice. Puis comment était venue l'idée de placer des arbitres? Mais en fait, moi, j'avais un ancien partenaire dans l'histoire. C'est lui qui m'a engagé au début. Moi, j'étais à la base, j'étais un ancien joueur de hockey. J'ai adoré le tennis, le golf. Je joue encore à ça, au hockey aussi. J'étais un ancien joueur de hockey. Je me suis brisé le genou à 14 ans. Puis par la suite, j'ai commencé à arbitrer. Et c'est devenu vraiment une passion pour moi, l'arbitrage au hockey. Je te dirais que l'arbitrage au hockey, j'ai plus aimé arbitrer que jouer. Ouais. Pourquoi exactement? La pression. Est-ce que tu as moins de pression, c'est ça que tu veux dire? Pardon? Tu as plus de pression ou moins de pression? Ben plus. C'est différent. C'est différent, tu sais, quand tu joues, c'est un concept d'équipe, t'es 20, t'as une position, mais arbitrer, t'as un sifflet, c'est toi qui contrôle tout. Et c'est cette pression-là que j'ai adoré quand j'ai mis les patins pour la première fois que j'ai arbitré un match. J'étais payé pour le faire. J'étais étudiant, puis j'avais des adultes qui me criaient après, des jeunes. Il fallait que je gère ça en même temps en n'ayant aucune expérience. J'ai vraiment adoré ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis dans l'arbitrage, j'ai gradué les échelons quand même assez vite. Parce que pourquoi tu penses? J'étais passionné. Ah ouais. J'étais passionné, puis veux pas, il y a des gens qui ont spoté que j'avais un certain talent. Fait qu'ils m'ont aidé à graduer les échelons quand même assez rapidement dans l'arbitrage. Et il est arrivé des situations dans l'arbitrage qu'à un moment donné, je me suis ramassé dans certaines ligues, qui était la Ligue de hockey préparatoire scolaire, qui était une ligue émergente au Québec. Cette ligue-là, maintenant, c'est rendu une ligue fédérée à Hockey Québec. Nice. Mais au début, c'était une ligue privée. Puis c'était un regroupement de bonnes têtes de hockey au Québec qui ont décidé de faire les choses différemment, de s'inspirer un peu des États-Unis, puis de faire une ligue que l'école en premier, puis après ça, le sport. Vraiment, là, ils se sont vraiment inspirés des programmes prep school aux États-Unis. Okay. Ils ont créé cette ligue-là au Québec. C'était une ligue émergente. Ils cherchaient des bons arbitres. Puis là, j'ai été recruté dans cette ligue-là. J'ai arbitré dans cette ligue-là. Puis par la suite, j'ai eu des différentes opportunités de graduer dans l'arbitrage dans d'autres ligues privées. Puis c'est là que Official Elite Association est rentré en ligne de compte. Wow. C'est vraiment intéressant que tu dis ça. On a la majorité des gens qu'on a interviewés
en vérité, tous les gens qu'on a interviewés sur le podcast, la manière qu'ils ont commencé leur business ou qu'ils ont eu l'idée de commencer ce business spécifique, c'est parce que là où ils travaillaient précédemment, c'était dans ce domaine. Donc, dès qu'ils commencent leur business, ils ont déjà des clients, ils ont de l'expérience, ils connaissent les inner workings. Ouais. Et puis, c'est ça que tu nous dis aussi. Ah, exactement. Ben, en fait, j'ai vraiment appris tous les groupes d'arbitres que moi-même j'ai officié des matchs. Tout ce que je trouvais qui était mauvais là-dedans ou qui était mal organisé ou qui faisait pas mon affaire, j'ai tout pris ça. J'ai essayé de faire de quoi de meilleur. Puis de quoi d'unique en son genre. Puis le plus important pour moi, c'était de respecter les officiels qui officient des matchs pour moi. Tu sais, c'est comme mes employés. Yeah. C'était vraiment de les traiter le mieux possible, avec les meilleures conditions possibles, les meilleurs salaires possibles, puis de leur donner le plus d'opportunités possibles de graduer dans l'arbitrage. Fait en faisant tout ça, je suis comme devenu le seul agent pour les officiels au Canada. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est dessiné. Puis à un moment donné, avant la pandémie, moi, j'avais déjà analysé qu'il allait y avoir une pénurie d'officiels. Il y avait déjà des rumeurs qui couraient comme quoi qu'ils voulaient imposer les arbitres au hockey. Fait que, c'est un travail comme sideline pour des étudiants ou pour des adultes qui viennent donner de leur temps pour faire jouer des jeunes au hockey. Puis là, il y avait des rumeurs comme quoi qu'ils allaient imposer les gens. Qu'est-ce que tu veux dire par imposer? Ben, dans le sens que arbitrer au hockey, il y a juste 2 villes au Québec qui imposent des officiels. C'est la ville de Laval et la ville de Montréal. Les autres régions partout au Québec, c'est comme une job en dessous de la table. Mais si tu imposes quelqu'un qui gagne 30$ pour un match d'1 heure et demie, qui part pendant 4 heures de chez eux pour 30$, pour le faire pour les jeunes, t'en auras plus. Les gens, ils feront plus ça comme. Moi, je le comprenais parce que j'étais un officiel. Mais il y avait des rumeurs qui couraient à propos de ça, puis moi, j'étais comme. Il va y avoir une pénurie, c'est sûr. Ben oui. Là, la pandémie est arrivée. Juste avant ça, j'étais comme, il faut que je crée quelque chose pour recycler la main-d'œuvre à l'interne via mon organisation. C'est là qu'est venue l'idée de l'Académie d'arbitrage OEA. L'école d'arbitrage OEA, au départ, on l'a créé avec des amis proches. C'est mon ami Alex Garon, je le salue. Il a arbitré dans la Ligue américaine. Il a fait des championnats internationaux, les Combines de la NHL. M'a aidé. Pierre Lambert dans la Ligue nationale, je le salue aussi, Pierre, numéro 37. Salut Pierre. Salut Pete. Salut mon Pete. Fait que là, Pete, il arbitre dans la Ligue nationale. Wow. Fait que lui, ça a été le premier qui a vraiment cru en moi avec Alex. Il a mis son nom sur mon école. Il a mis sa face sur l'école. Puis, docteur en psychologie du sport, M. Sylvain Guimond, que je salue aussi, Sylvain. Bonjour Sylvain. Quelqu'un qui est extrêmement important pour l'organisation parce que c'est un docteur en psychologie du sport. Il a aidé les plus grands, Tiger Woods, Sidney Crosby, Alex Ovechkin. Wow. Il est dans notre organisation, Sylvain, c'est mon ami personnel. Je suis vraiment chanceux de l'avoir avec nous autres. Puis il aide tous les jeunes de l'organisation au niveau de la psychologie sportive. Fait que Sylvain nous a aidés au départ. Il a mis son nom lui aussi sur l'école d'arbitre. Il a mis son nom comme ambassadeur pour l'organisation OEA. Fait veux pas, en ayant ces gens-là d'immense crédibilité, ça m'a aidé moi avec l'organisation. Les gens qui voulaient s'inscrire ou qui posaient des questions par rapport à l'organisation, ils étaient comme. Ces gens-là s'associent à eux. Ah oui. C'est clair que c'est de quoi qu'ils font de bien. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis je les remercie de tout cœur. Alex, Chris Provo aussi, mon ami qui habite dans la Ligue américaine. Bonjour Chris. Chris, il a fait de la East Coast de la Ligue américaine. C'est un ami perso. Juste te dire à quel point on est amis. On était à Vegas ensemble. C'est un ami proche. Fait que les gars, sans eux, je serais pas rendu là. C'est important de se rappeler de ça. Ce que j'aime de ton histoire, c'est que tu as des idées et après tu le crées et ça devient concret. Donc j'aimerais savoir, c'est quoi ton processus pour créer, pour prendre des idées nébuleuses et les transformer en projets concrets qui impactent positivement le Québec? C'est une excellente question. Je te dirais, c'est de croire en son projet. OK. Puis le meilleur conseil dont on a discuté un petit peu avant l'émission,
sais, quand tu as un projet, c'est beau, il faut qu'il soit unique. Si tu as trop de compétition, ou on parlait de la restauration tantôt, je lève mon chapeau aux gens de la restauration, mais combien de restaurants ont été obligés de fermer parce qu'ils ont trop de compétition? C'est dur de se démarquer. Puis moi, j'ai tout le temps voulu créer des projets en nivelant par le haut et non en nivelant par le bas. Regarde, notre organisation est ici, puis on va garder notre crédibilité. Autant au niveau des coûts, nous autres, on se faisait reprocher chez OEA au début d'être out of the business pour notre service. Trop cher? Ouais, trop cher. Okay. Mais on a prouvé qu'on se démarquait par la qualité. Fait que, y a des gens qui riaient de moi au début, « Ah, ton service est trop cher. » C'est les mêmes gens qui m'appelaient par après pour utiliser le service. Fait que c'est... le boss. Mais faut que tu donnes un service de qualité, par exemple. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour avoir un service de qualité? La main-d'œuvre, il faut qu'elle soit de qualité. L'équipe, ok. Ça, c'est officiel. T'sais, moi, l'équipe en soi de OEA, c'est un produit de qualité. Les gens qui représentent la business sont des gens de qualité. Autant ceux qui m'ont aidé comme entraîneur à l'école d'arbitrage, c'est tous des gars qui ont énormément d'expérience dans l'arbitrage professionnel. Ça fait toute la différence. Et au niveau de moi, le service que je donne. Parce que OEA, c'est beau, mais le client qui fait affaire avec OEA, il fait affaire avec David Thériault. Fait que c'est sûr qu'il s'attend. Ce que je leur dis que je vais livrer, il faut que je le livre. C'est sûr. Ça m'est arrivé, là, des situations touchées que je n'ai pas été capable de livrer la performance. Puis c'est certain que le client, dans ce temps-là, il n'est pas content. C'est normal. Mais il faut savoir gérer les attentes du client. Quand ça arrive des situations comme ça, il ne faut pas avoir peur de soit réduire la facture ou de donner un rabais ou de donner un cadeau. C'est plate à dire, mais quand il arrive des situations difficiles, il ne faut pas avoir peur d'admettre qu'on a échoué. T'sais. On dit non, c'est comme ça, puis ça va être de même, puis blablabla. Il faut être flexible avec son client, c'est important. Le client, c'est lui qui paye, il ne faut pas oublier ça. Fait que, ton client, moi j'ai tout le temps traité mon plus gros client comme mon plus bas client de la même manière. Ah ouais, ok. Ils sont tous pareils. Là. Un client, c'est un client qui t'amène 50$ par année ou qui t'en amène 30 000 ou plus. On va mettre des chiffres corrects. Là. C'est la même affaire. C'est un client, c'est un client. Il se doit d'être traité comme un client. Ça importe peu. Je l'ai tout le temps géré comme ça. Je pense que les clients l'ont apprécié. C'est ce qui a fait que ça a réussi avec les années. Et j'avais une question dans ma tête, mais après j'ai commencé à l'oublier. Ça m'arrive. J'avais tellement de questions. Ok, mais je vais commencer par une des questions que j'avais dans ma tête aussi. Tu m'as dit que tu veux nous dire que pour un service de qualité, il faut une équipe de qualité. Ouais. Donc engager des gens qui sont déjà expérimentés. Ouais. Mais la plupart de notre public, c'est des jeunes. Ouais. Comment des jeunes qui viennent juste de commencer en business peut se permettre d'engager des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour influencer ces gens à les aider à construire ce projet? Il faut avoir confiance en soi. Quand on arrive avec quelqu'un qui a énormément d'expérience, il faut avoir confiance. Il ne faut pas arriver et c'est plate à dire, mais il faut que tu sois prêt. Quand tu as une rencontre, un meeting d'affaires ou un meeting en soi, moi je dis, il faut tout le temps que tu sois sharp. Il faut que tu sois là. Faut pas que tu parles au travers de ton chapeau. Faut pas que tu dises de bullshit. Faut que tu sois humble. C'est très, 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 très important. Les gens qui ont réussi en affaires, là, ils n'aiment pas ça, là, des têtes enflées. C'est important. Puis je pense que le plus important au travers de tout ça, c'est de savoir de quoi tu parles. Ton produit, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu connaisses surtout très, très bien le domaine dans quoi tu travailles. Moi, OIE, c'était un service d'arbitrage à la base. Mais l'arbitrage, je connais ça. Quand le monde me pose des questions, je sais de quoi je parle. Ça fait toute la différence. Ça, c'est sûr et certain. Puis pour approcher ces gens-là, si j'ai un autre conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer, tout ça, moi, le plus que j'ai appris, c'est avec des entrepreneurs qui ont réussi. Fait que moi, mes amis maintenant, proches, c'est des entrepreneurs de 50 ans, 55 ans, 60 ans, qui ont réussi en affaires. J'ai des amis perso qui ont mon âge, mais
je me tiens avec du monde qui ont de l'expérience, puis j'écoute quand ils me parlent de leurs expériences en entrepreneuriat, surtout les affaires qui ont échoué. Ouais. Les affaires qui ont réussi, c'est beau, là. Mais ils n'en parlent pas longtemps. On parle souvent plus de hey, ça a moins bien été. Ça, je te conseille de ne pas faire ça. Tu sais, un gars qui a réussi en affaires pendant 30 ans, là, ça n'a pas tout le temps bien été. Tu sais, moi, en 9 ans, là, une couple de fois, là, j'ai pensé mettre la clé dans la porte. Là. Est-ce que tu as des exemples de scénarios où ce que ça t'est passé par la tête? Pas absolument. Oh oui, Que j'en tu ai peux plein. partager ou que... oui. Récemment, ça a été toute qu'une épopée. Là. J'ai créé le championnat mondial de hockey scolaire. Félicitations. Merci beaucoup. 1 an et demi de préparation pour monter cet événement-là. Wow. Un événement unique, ça n'existait pas, encore une fois. C'est un projet que j'ai créé avec un ancien partenaire qui n'est plus maintenant. Là. C'est un ami, puis je le salue aussi. Ça a été un projet de beaucoup de travail. Un projet international. Encore une fois, pas tout le monde qui croyait en nous au départ. Tu pars un projet de même, puis on avait un spectacle d'ouverture musicale, plus un projet qu'on voulait accueillir 24 équipes à notre première édition. On en a accueilli 13. Il nous est arrivé plein d'embûches. J'avais une équipe française qui était censée être présente 3 semaines avant l'événement. Ils ont été obligés de nous annuler parce que leur sponsor de 25 000 $ ne pouvait plus couvrir les frais aériens pour amener l'équipe de la France au Canada. Wow. 3 semaines avant, moi, j'avais annoncé dans les médias que la France était là. Ça a été une grosse claque au visage pour moi. Ça, c'est sûr. Ça a été très, très, très difficile. Fait que, on parle de trucs qui sont tough en entrepreneuriat. J'en ai pris une claque là-dessus. Par la suite, pendant le spectacle musical, c'est facile de dire on aurait dû faire ça après. Mais quand tu es dedans, tu bâtis, fait que tu apprends. C'est ça qui est le plus dur en entrepreneuriat parce que souvent tu startes ton projet, mais tu apprends en même temps à la dure de comment tu vas gérer tes attentes, tes finances. Ouais. Parce que le nerf de la guerre, c'est les finances. Là. On s'entend. Si c'était facile de faire de la business, tout le monde en ferait. Et moi, quand j'ai commencé en affaires, je voulais pas de boss. Fait que être entrepreneur, c'est la plus belle job au monde, mais c'est la job qui a le plus de pression au monde. Parce que c'est toi qui livres la marchandise. Il n'y a personne d'autre qui est à ta place pour le faire. Mm-hmm. C'est toi qu'il faut qu'il graine à tous les jours. Fait que le championnat, ça a été de quoi de gros comme projet. J'étais extrêmement fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a livré pour les jeunes. T'sais, on a remis 10 000 $ de bourse académique à notre première édition. Wow. Bourse académique pour le meilleur élève athlète, bourse académique pour l'équipe championne, bourse académique pour le meilleur élève athlète, puis un autre bourse académique pour l'autre équipe championne. Fait que ça a été bien. C'était pour ça qu'on le faisait. Il y avait des conférences en sexologie, conférences en équité au niveau de toutes les divergences de pays puis tout ça. Je veux pas, il est arrivé plein de trucs dernièrement. Il y a eu Black Lives Matter, ça a fait beaucoup de chemin au travers de tout ça. Puis nous, l'équité sociale, c'était bien important pour nous autres. Il y avait une conférence là-dessus, puis il y avait une conférence en psychologie sportive qui était extrêmement important. Et les élèves athlètes qui venaient performer au tournoi, ils avaient accès à ces conférences-là. Accès au show d'ouverture, qui a été un excellent spectacle. Jonathan Roy, c'était notre premier artiste invité de la première édition. J'ai perdu beaucoup d'argent avec ça. Il a mouillé au 45 toute la soirée. On avait un setup pour accueillir 8000 personnes. Il y a eu seulement 1500 personnes. Wow. Fait que ça a été difficile. Et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Pas faire confiance en mère nature. Un show extérieur, ça peut faire mal. Puis, viser moins gros la première année. J'ai trop été all-in dans ce projet-là. J'aurais dû être un petit peu plus conservateur. Parce que l'événement hockey, on a quand même eu quasiment 6000 personnes au tourniquet total pour une première édition avec le hockey plus le spectacle, ce qui est très très bon. On a été invité BPM Sport, on a fait des entrevues là-bas, publicité.
la presse nous a couvert, on a eu une super belle conférence de presse qui a accueilli plusieurs journalistes. T'sais, le gouvernement nous a appuyés, fédéral, provincial. On était choyés là, que tous ces gens-là embarquent dans ce projet-là. C'est un beau projet pour les jeunes. Mais ouais, viser moins gros la première année. Viser moins gros? C'est être plus, une petite affaire plus conservateur. Surtout au niveau du show de musique. J'aurais dû le mettre en dedans. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Là où on travaillait avant, il y avait un livre qui a fait fureur dans le lieu là d'emploi. C'est d'économie. Okay. Le mot d'économie, c'est basically, tu as une opinion, tu as une autre opinion qui sont adverses. Et souvent, on aime se mettre d'une extrémité parce que tu as deux équipes. Ouais. Alors qu'on oublie que la vérité, elle est en plus au milieu. Et puis, ce que tu nous as dit, c'est quand tu as un projet, si tu veux que ça marche, il faut que tu lui fasses confiance. Ouais. Et dans la dernière leçon que tu viens de nous partager, c'était de ne pas se mettre all-in la première année. Exact. Comment est-ce que tu ferais pour faire l'entre-deux? Faire une projection financière plus sur 3 ans. C'est une business, tous les gros entrepreneurs vont vous dire, ça prend 5 ans vraiment à être à l'aise financièrement. Puis si tu atteins tes objectifs en dedans de 3 ans, tu sais que la business va marcher. Wow. Mais si tu y vas all-in la première année, il n'y a personne qui fait des coups de circuit. Les coups de circuit, là, c'est temporaire. Si tu regardes la bourse, si tu fais un gros coup d'argent, si tu ne fais pas des gros coups d'argent à toutes les shots. Un projet, c'est la première année, c'est une année très, très pivot qui vont amener ta deuxième année à avoir du profit, troisième année à avoir du profit, quatrième année peut-être du profit. Il ne faut pas que tu stagnes. Dans tes 5 premières années, il faut que tu l'amènes étape par étape, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Puis après ça, c'est censé faire ça. Et en cours de route, il faut que tu t'ajustes. Nous, première année, personnellement, je le prends en demi parce que c'est moi le président du World School Hockey Championship. C'est moi qui ai pris les décisions. 2 semaines avant l'événement, j'ai pris une mauvaise décision. J'ai été all-in. Okay. On avait juste 895 billets vendus 2 semaines avant l'événement. On aurait dû réduire le site ou faire plus de promotions pour vendre plus de billets ou réduire le coût des billets ou peu importe comment on l'aurait fait. Mais j'ai dit non. On y va all-in, quitte à engager des promoteurs, vendre des billets. Et puis là, finalement, notre walk-in qu'on pensait qu'on allait peut-être accueillir 1000 personnes, il a fait pas beau. Pour faire nos frais, il fallait qu'il y ait 3000 personnes. Il n'y a pas eu 1500 personnes. Fait que ça fait mal. Ça m'a fait mal à l'orgueil avec l'équipe de la France qui n'est pas venue. Fait que, on s'est retrouvés. L'événement, il a été super. Là, je parle des finances. Mais les gens qui sont venus assister à l'événement, il n'y a personne qui a senti ça. Bien sûr. Il n'y a personne qui a senti ça. On a eu une belle couverture médiatique après l'événement. Mais moi, je me suis retrouvé 2 semaines après l'événement à broyer un peu de noir, que je devais 60 000 à des fournisseurs. Puis ça va vite, là. Ouais. Les fournisseurs, là. Ça va bien? Oui, mais les factures, il faut les payer, là. Fait que c'est qui shake? C'est BBC, là. Fait que c'est un peu ça, mais on a pris des ententes avec tout le monde, on a payé tout le monde, puis c'est une des raisons pourquoi que avec mon partenaire, ça fonctionnait pas. Lui, il voulait mettre la clé dans la porte, faire faillite. Dans la vie, tu fais pas faillite. Là. Si tu fais faillite, t'es plus en business. Ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu me dis, parce que ce que je vois de ce que tu racontes, tu fais des opérations, de mon point de vue, très compliquées, de high level, qui requièrent beaucoup de brain, qui requièrent une bonne équipe. Donc, j'aimerais savoir comment tu fais pour prendre toute cette équipe et acheter leur confiance et même les aligner dans un seul objectif qui est ton projet. Comment tu fais pour gérer tout ça, genre? Et comment quelqu'un peut gérer ça? C'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Okay. Moi, dans la tête dirigeante de l'entreprise, c'est moi. Mais ceux qui m'aident, que ce soit ma coordonnatrice des événements, que ce soit mon booker, celui qui dispatche les arbitres, que ce soit Sylvain qui aide la psychologie du sport, que ce soit les fiscalistes que j'engage pour aider les sportifs à... Parce que, on va en discuter après, mais il y a d'autres affaires qui sont venues à OEA, à cause du succès que j'ai eu
avec l'organisation d'arbitrage. Mais tu sais, maintenant, OEA, c'est rendu une entreprise avec des divisions. Tu sais, au début, c'était pas ça. Là. C'était une affaire. Puis là, c'est devenu avec des branches dans l'organisation. Fait que, tu sais, c'est le fun, mais c'est de savoir mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Tu sais, je me suis trompé à certaines fois qu'il y a des gens qui sont venus travailler pour moi ou même avec des partenaires. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est de dire, gars, c'est pas grave. C'est de voir tout le temps ça positif, de dire, écoute, ça n'a pas fonctionné, on efface puis on continue. That's it. Et c'est erreur. Ouais, ben oui, des erreurs, j'en ai faites, là. J'en ai faites, puis on en a parlé au téléphone avant que je vienne en entrevue, puis tout ça, puis le meilleur conseil que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien qui bat le travail. Tu sais, moi, le nombre de soirées, de journées, tu sais, mes médias sociaux sur mon cell, là, je perds pas de temps à checker les médias sociaux. Là. Ils sont sur une autre page dans mon téléphone. Les seuls médias sociaux que je perds mon temps dessus, je le perds pas. Je le prends le temps et je l'investis dans la compagnie. Je me sers des médias sociaux pour la compagnie. Tu sais, sur mon cell, je travaille. Je réponds à des courriels, je réponds à des textos, service client, suivi, les athlètes qui sont dans l'organisation, tu sais, j'en prends soin, comment ça va. Puis tes matchs, comment ça a été cette semaine. Puis c'est quoi, ça va-tu bien dans ta vie personnelle? Je prends le temps. Je prends le temps de prendre mon auto, d'aller souper avec un kid à Trois-Rivières. Je prends le temps de prendre le temps d'investir du temps dans la business. Puis je prends le temps d'être une bonne personne pour les jeunes dans l'organisation. Les jeunes qui viennent arbitrer dans mon organisation, qui aspirent à devenir, à aller au niveau supérieur, ils écoutent mes conseils. Fait, je prends le temps de jaser avec eux. Et comment tu as développé cette discipline? Quel événement dans ta vie ou genre, qui t'a fait développer une discipline comme ça? Parce qu'en ce moment, je vais te dire avec toi, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui manquent de discipline. Ouais. Donc, quelqu'un qui est discipliné comme toi va tous les écraser. Ouais. Il va pouvoir créer les plus gros projets à cause de sa discipline. Donc, qu'est-ce qui t'a fait développer cette discipline? Ben, je me répète, c'est le travail. Le travail et l'organisation. T'sais, l'agenda, c'est hyper important. Au début, je te dirais, là, 1 an et demi, 2 ans, j'avais beaucoup de la misère avec comment gérer mon horaire. Je perdais beaucoup de temps dans des affaires que j'avais pas besoin de perdre. C'est con, mais des fois, un meeting, à la place qu'ils te prennent 2h30 pour rien, si t'es capable de te dire, bon, moi, celui-là, il va me prendre 1 heure et demie. Après ça, j'en ai un autre. T'sais. Le client, il sera pas fâché après toi. Là. On a de telle heure à telle heure, et si tu correct pour toi, oui, ok, parfait. T'sais, structurer ton agenda, c'est important. Mes blondes par le passé m'ont souvent critiqué par rapport à ça. J'allais en vacances, ben je travaillais pendant que j'étais en vacances. Book-toi un hour of date. Ouais, c'est ça. C'est ça que je fais. Va avec mon assistante. Ça, c'est tu fais ça, tu fais comme moi, tu te ramasses tout seul. Mais non, je fais des blagues à part, mais tu sais, je travaille tout le temps. Tu sais, à un moment, demande à Luc Poirier, demande à Douglas Leblanc, demande aux plus gros entrepreneurs au Québec. Je travaille tout le temps, là. Je travaille tout le temps. Est-ce que tu as toujours été comme ça, depuis tout petit? Ouais, mais tu sais, je vais lancer des grosses fleurs à mon père. T'sais, mon père, c'est un homme de rigueur, c'est un homme qui a été dur avec moi. Mais tu sais, sans le vouloir, il m'inculquait des valeurs de travail. Il me disait, regarde mon homme, si t'es travaillant dans la vie, tu vas pouvoir te payer n'importe quoi. Mais il n'y a rien de gratuit, il faut que tu travailles. T'sais, à 11 ans, 12 ans, mon père me faisait des lifts, puis j'allais faire des gazons. J'avais 5 clients. J'ai commencé de même, tranquillement. T'sais. C'est bien, c'est de la business. Ouais, puis mon père, il me donnait pas des 20$ pour aller au cinéma, là. Je me le ramassais, mon 20$, puis j'étais fier. T'sais, moi, quand j'allais au cinéma, là, mes amis, ils recevaient des 50$. Moi, je payais mon popcorn, je payais mon entrée. Mon grand-père m'a donné mon premier auto. J'ai sauvé sur mon premier auto, mais j'ai payé mon permis de conduire, j'ai payé mon cours de conduite, j'ai payé mes affaires. T'sais. Mon père, il me faisait payer la moitié de mes bâtons de hockey quand j'ai commencé à travailler pour m'apprendre à « Hey, fais attention à tes affaires. » Il m'a payé mes études. J'ai pas été à l'université, mais il m'a payé mes études. Il m'a dit... C'est un autre bon conseil qu'il m'avait donné. Ça, c'est un bel exemple qui vient de me revenir en tête. Moi, j'ai été chanceux. J'ai travaillé 13 ans pour le CA.
Le CN? Ouais, le Canadien National Railway Company. C'est la deuxième plus grosse compagnie de chemin de fer sur la planète. Okay. J'ai travaillé 13 ans en ingénierie pour eux autres. Puis moi, à 19 ans, je faisais 100 000 par année. Wow. C'est pas normal. T'sais. J'avoue. C'est pas normal. Fait que, puis je restais chez mes parents. Fait que moi, mon père, il m'a dit, écoute, mon homme, tu viens de pogner une méchante bonne job. Je suis vraiment content pour toi, mais tu fais plus d'argent que moi. Fait que tu as deux options. Il m'a dit ça direct dans la main. Tu as deux options. Soit que tu mets 75% de ta paye de côté. Si tu fais pas ça, à tout moment, j'ai accès à tes comptes de banque. Je te fais payer une pension pour rester chez nous. Fait que si tu ne mets pas du cash de côté pour t'acheter de quoi, un condo, une maison, whatever, ben, je te fais payer une pension. Fait que ça va te coûter des sous rester ici. Parce que c'est la bouffe dans le frigidaire. Moi, je paye ma maison, je paye mes affaires. Fait que c'est comme ça. Fait qu'en 9 mois, je me suis ramassé 20 000. J'ai mis mon premier cash down sur mon premier condo. Ouais. Avec la femme qui est devenue la mère de mes enfants par la suite. Fait que moi, j'ai jamais été locataire dans ma vie. J'ai tout le temps été propriétaire. Ouais. Fait que ça a été des beaux investissements qui m'ont permis justement de réinvestir dans ma business. Parce que au début, je faisais ça à temps perdu. Je faisais pas ça à temps plein. Je faisais ça à temps perdu pendant que je travaillais au CN. Ouais. Wow. Fait que c'est comme ça que j'ai... Le soir, je travaillais partout dans l'Est du Canada. Fait que le soir, à l'hôtel, sur la route, quand j'étais dans le truck puis on roulait pour se rendre à des chantiers, ben, je travaillais sur mes affaires. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis à un moment donné, ben là, OEA devenait trop prenant dans une journée de 24 heures. J'avais plus le temps de faire ma job au CN. Fait que j'ai remis ma démission. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai grindé une business pendant que j'avais une job temps plein. Fait que je travaillais 80 heures par semaine. Facile. Wow. Facile. Puis c'est ce qui m'a permis financièrement d'être capable d'amener. Parce que j'ai investi beaucoup de mon argent personnel. Avant d'incorporer la compagnie, j'ai investi beaucoup de mon argent personnel dans OEA pour l'amener à ce niveau-là. Mais sans mon salaire annuel du CN, premièrement, j'ai 2 jeunes enfants. J'ai une fille de 8 ans et une fille de 6 ans. Fait que j'aurais pas été en mesure de subvenir aux besoins de ma famille. Parce que partir en affaires, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. T'sais, moi, en 2015, ça m'a coûté 27 500 que j'ai sorti pour commencer. Fait que, ça a été un gros guess. Là. Moi, mon père, il me disait, il avait peur pour moi. Il dit, t'es fou, si tu donnes 27 500 à quelqu'un que tu connais pas, pourquoi, dans le fond, as-tu besoin de ça? Tu as une job sûre? J'étais comme, non, je sais que ça va marcher. T'sais. J'avais confiance en moi, puis je savais le potentiel qu'il y avait par rapport à ça. Je savais que je voulais faire ça dans la vie. Je savais qu'à un moment donné, je voulais être en affaires à mon compte. Et pourquoi exactement? Est-ce que c'est à cause des expériences passées? J'ai tout le temps aimé ça, l'argent. Ton regard. Ouais. Mais au-delà de l'argent, maintenant, je suis rendu beaucoup plus minimaliste que je l'étais. Avant, je voulais impressionner. J'étais plus jeune. Tu sais comment c'est, là. Montrer que t'en as, à cette heure. J'ai appris beaucoup de ça. Là, souvent, t'as des mauvaises personnes qui essaient de te tirer vers le bas quand tu fais ça. Moi, ça m'est arrivé beaucoup. Des gens que j'avais beaucoup confiance en eux qui m'ont tiré par en bas. T'sais, la consommation, c'est pas bon. L'alcool, la drogue, c'est pas bon. Là, ça fait prendre des mauvaises décisions. Moi, ça m'a fait prendre des mauvaises décisions. Je suis pas blanc comme neige. Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai pris des mauvaises décisions parce que j'étais sous l'effet de l'alcool. Moi, ça a été un problème pour moi. J'apaisais mon anxiété de performance en affaires avec l'alcool. C'était rendu un problème, c'était pas bon. Fait que, c'est un conseil à donner aux entrepreneurs. Faites attention. C'est très, très nuisif, l'alcool, même s'ils en vendent partout, puis c'est socially accepté à côté. C'est pas bon. Puis, t'es plus frais et dispo le matin pour commencer à opérer de bonne heure. Moi, le matin, là, je suis debout à 6 heures, des fois plus de bonne heure. Je starte ma journée en m'entraînant.
bonne hygiène de vie, bonne routine. Je suis plus frais et dispo pour mes enfants, pour la compagnie, pour les clients. Être magané, c'est pas bon. Là. C'est sûr. C'est pas bon. La conversation avec vous et celle avec Douglas, c'est vraiment intéressant parce que les conseils que vous donnez, c'est plus des codes de valeur que si tu respectes ces codes-là, le bien va arriver vers toi. Tu sais, par exemple, être respectueux envers tes employés, avoir une bonne hygiène de vie, et que tout ça, c'est ça qui te ramène le bien en affaires. Ah, c'est extrêmement important. Parce que le client, il remarque ça. Puis les gens, c'est pas des épais dans la vie. Les gens qui sont menteurs, manipulateurs, whatever, là, ils se brûlent à un moment donné. Ça se voit. Probablement, ça se voit. Puis si ça se voit pas ou ça se sent pas, à un moment donné, ça se sait. Il faut que tu sois honnête. Les valeurs de travail, ça, je répète, là, mais il n'y a aucun entrepreneur que je connais qui travaille pas. C'est comme ça. Si tu veux être en business, il faut que tu travailles. J'avais pas compris jusqu'à maintenant, puis c'était sous-entendu. L'infrastructure que tu viens de nous décrire, c'est t'apprends aux futurs arbitres comment être des bons arbitres, et les meilleurs, tu les mets sur le terrain. Ouais. Comme ça, tu as revenue stream de l'école, et ensuite, tu as le revenu des meilleurs arbitres, et ça monte ta qualité. Ce qui est une incroyable infrastructure. C'est foolproof. Ah, puis qu'est-ce qui est le fun pour le jeune? Il s'inscrit une fois à mon école. Mais moi, quand que je me rémunère, j'enlève pas de l'argent aux jeunes, hein, c'est le client qui paye. Ben oui. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est vraiment bien pensé. Et puis ça te garantit la qualité au standard que toi tu veux, parce que c'est toi qui les formes. Exactement. Comment est-ce qu'était venue cette idée, ou même c'est laquelle étape qui était venue en premier? Je vais vous conter exactement l'histoire quand ça a commencé. Avec plaisir. J'étais sur le bord d'abandonner. Pas des jokes. Maintenant, je bois plus. Je sobre à 100% tout. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plus que 5 mois maintenant. Nice. Ouais, merci. Puis c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puis je prenais un verre de vin avec ma femme. Une femme exceptionnelle. On n'est plus ensemble malheureusement, mais Fanny, c'est elle qui me poussait à dire « Hey, là, ta compagnie, t'en mets pas assez là. Va plus haut. » Elle avait suivi des cours de business à l'université. Fait qu'elle me poussait, t'sais. Puis ce soir-là, j'étais comme, tu sais, mon amour, mes arbitres, ils vieillissent. Il va y avoir une pénurie. Je suis tanné de mettre du temps là-dedans. On dirait que, comme, je sais pas comment l'amener ailleurs, tu sais. Puis on était les deux dans le bain, on prenait un verre de vin dans le bain. Tu sais, des fois, quand c'est important de prendre le temps, tu sais, de relaxer, c'était un vendredi soir, on prenait un verre de vin dans le bain ensemble, puis on jasait de la vie, puis on jasait de la business, puis elle était comme, c'est pas compliqué. Elle dit, t'as juste à créer une école d'arbitre. Wow. Là, je suis comme, créer une école d'arbitre. Elle dit, elle est brillante, cette femme-là. Là. Tu sais, dans la vie, quand c'est le temps d'écouter, il faut t'écouter. Là. Ça, c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, elle m'a dit, t'as juste à créer une école d'arbitre, tu vas les former à ta manière, puis tu vas avoir de la main-d'œuvre infinie. Puis là, j'étais comme, je peux pas faire ça. Elle dit, de quoi tu peux pas faire ça? Elle dit, premièrement, tu t'appelles David Thériault, tu peux faire tout ce que tu veux si tu travailles. Deuxièmement, t'es capable, t'as des contacts infinis dans l'arbitrage. Elle dit, sers tous tes contacts, crée une école, puis c'est ça qui va faire que ça va continuer. C'est incroyable. Elle dit, prends les jeunes, le plus jeune possible, puis forme-les en partant. Fait que là, genre, j'ai commencé à travailler, planche à dessin, J'aimerais savoir sur ce processus. Je suis vraiment intéressé par ce processus. Elle t'a donné l'idée, tu m'as dit que tu as commencé à travailler. Comment tu as commencé à planifier ça? Ben, je me suis assis, j'ai dit, OK, comment que je fais une école d'arbitre? C'est comment que je peux faire une école d'arbitre que les jeunes, ils vont aimer ça, venir. Tu sais, c'est important, là. Combien de temps je veux que ça dure l'école? C'est quoi le coût? C'est quoi les coûts d'opération de l'école? C'est quoi que ça me prend? Ça me prend des salles, ça me prend des heures de glace, ça me prend des coachs. Et ça, c'est tout seul que tu as fait ce plan? En grande, à 75% tout seul. L'autre 25%, c'est Alex Garon qui me donnait des idées. Mon ami Alex, il a arbitré professionnel pendant 10 ans. OK. Fait que moi, je posais des questions. Moi, je ferais ça de même. Il dit non, tu sais, parce que lui, il avait fait les combines de la Ligue nationale.
Fait que ça, dans le fond, c'est tous les meilleurs arbitres du monde, ils se font inviter là. Puis ils prennent les meilleurs, puis ils leur donnent des contrats de Ligue nationale. Wow. Fait qu'il avait fait les combines, il avait fait le championnat mondial junior, le championnat au fight, puis tout ça. Dans le temps des fights, là, les meilleurs pays, puis tout. Il a fait 2 fois ça. Il a arbitré 10 ans dans la Ligue américaine. Puis, ouais, juste avant de signer son contrat de Ligue nationale, il a pris sa retraite parce qu'il voulait avoir une famille, puis faire d'autres choses. Puis, bref, fait que c'est ça. Quand j'avais des idées, j'en parlais à Alex. Fait que, tu sais, concevoir l'école, ça a pris à peu près 2 mois. Puis après ça, on a annoncé notre première édition. Puis notre première édition, ben, on avait 25 participants. C'était petit au début. Mais là, c'est là que Pierre est venu en ligne de compte. Pierre a mis son nom sur l'école. Sylvain Guimond a donné une conférence en psychologie du sport. Fait que, tu sais, l'école d'arbitrage, oui, c'est des techniques pour devenir un arbitre, puis ils ont une formation pour les officiels. Mais c'est une formation unique parce qu'il y a des conférences aussi. Maintenant, Douglas Leblanc donne une conférence à notre école d'arbitrage. Ça n'a pas rapport avec l'arbitrage. Ça attire des gens? Oui. C'est important de donner le côté, tu sais, que les entrepreneurs, ou peu importe, Douglas, il a fait de la boxe dans sa vie, tu sais, il est arrivé plein d'affaires. Fait que, tu sais, moi, je voulais amener un autre côté, que l'école d'arbitrage OEA, c'est pas seulement une école d'arbitrage, c'est une école de la vie. Tu sais, moi, je donne des tips, comme je donne des conseils comme que je donne aujourd'hui dans votre podcast, puis ça me fait plaisir, mais moi, je le fais à mon école en même temps. Fait que les jeunes, ils viennent pas juste chercher des trucs pour être arbitre, ils viennent chercher des trucs pour être des bonnes personnes. Puis, tu sais, dans la vie, tu sais jamais qui tu rencontres, quelle opportunité qui peut venir à toi. Fait que, c'est important d'être sharp en tout temps, tout le temps. Je le répète aux jeunes. Tu sais, moi, j'ai aimé ça faire le party dans ma vie, mais souvent, pendant que mes chums me faisaient le party pendant 4-5 jours en ligne, ben moi, je travaillais. Puis j'étais là, puis je serrais des mains, puis j'étais moi-même, puis j'étais là, puis j'allais voir des personnalités connues, puis je les invitais dans mes affaires, puis tu sais, Stéphane Quintal, qui a été le président d'honneur du championnat mondial de hockey scolaire, j'ai été le voir, j'y ai demandé. Il ne faut pas avoir peur d'aller serrer la main à ces gens-là, parce que Douglas, il me l'a dit, puis moi, c'est drôle qu'il m'avait dit ça, mais j'ai tout le temps pensé comme ça, un humain qui soit multimilliardaire ou qui fasse $0, c'est un humain, puis on va dire, il chie dans une bolle de toilette comme n'importe qui, puis il mange 2-3 fois par jour comme n'importe qui. Fait tu sais, un humain, c'est un humain, tout le monde est égal dans la vie, j'ai tout le temps appris de même. Puis j'ai jamais eu peur d'aller soit demander des conseils, ou soit demander des questions, ou soit demander de « Hey, ça te tente-tu de venir chez nous? Ça te tente-tu de venir m'aider? » Mais ces gens-là, tu sais, j'en prends soin. Les gens qui sont venus m'aider dans la vie, j'en prends soin à ma manière. T'sais. Être un bon entrepreneur, c'est ça aussi, c'est savoir reconnaître de bien traiter ses clients. C'est très important. Puis moi, les personnalités qui viennent m'aider, que ce soit des personnalités connues ou des clients from scratch, comme j'ai dit tantôt, je les traite toutes de la même manière, je les gâte toutes de la même manière, puis c'est pour cette raison-là qu'ils font affaire avec nous. T'sais. J'aime vraiment ce que tu dis parce que tous les gens qu'on a interviewés disent souvent les mêmes choses. Et je pense que tout le monde sait ça. Pour être un entrepreneur qui a du succès, il faut bien traiter les gens, il faut travailler, il faut être discipliné, il faut avoir une bonne équipe. Et je suis sûr que 99% de la population, ils savent ça. Mais pourquoi seulement aussi peu de gens réussissent en entrepreneuriat si tout le monde, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que ceux qui ont du succès réussissent? Quand tu as des échecs, il faut que tu continues. Le nombre de fois que j'ai pensé d'arrêter, c'est fou, là. Arrêter l'entrepreneuriat ou arrêter le business spécifique? Les deux. C'est beaucoup de pression. Ouais. Mais, quand tu as des échecs, faut que tu vois ça positif, faut que tu te relèves, faut que tu continues à travailler. C'est comme ça. Faut que tu vois un échec comme une opportunité de t'adapter puis de réussir. Faut t'apprendre de tes erreurs. Tu sais, dans la vie, que ce soit dans la vie ou en entrepreneuriat, quand tu fais des erreurs, premièrement, c'est bien important de ne pas les répéter, là, sinon t'es un épais. Très bon résumé. C'est comme ça. Puis,
faut savoir saisir ces opportunités. Quand tu as une opportunité, faut que tu saches la saisir. C'est vraiment réconfortant ce que tu dis parce que nous deux, on a commencé il y a 1 an. Et en 1 an, on a tellement eu d'échecs. Et comme ça me donne encore plus envie de continuer. Ben Parce oui. qu'imagine après 5 ans, qu'est-ce qui va arriver? Ben oui. Les gars, ça fait 9 ans. Là. C'est long, 9 ans. Là. C'est des efforts et des efforts et des efforts. Puis, tu sais, ça n'a pas tout le temps bien été. 9 ans, c'est la moitié de nos vies. Vous êtes jeunes, les gars. Là. Ouais. Tu sais, j'aurais aimé ça commencer à votre âge. Là, tu sais, moi, j'ai commencé, j'avais 24. Je viens d'avoir 33 ans. C'est tôt, par contre, 24. T'es très jeune Ouais. pour tout ce que tu fais en ce moment. Là. Merci, c'est gentil. Mais je me suis tout le temps tenu avec des gars plus vieux. Tu sais, des hommes d'affaires que je me suis inspiré, ils étaient plus vieux que moi. Les amis proches que j'ai eus en entrepreneuriat, c'est souvent eux qui m'ont aidé quand ça allait mal. Tu sais, c'est comme ça. Là. Dans la vie, c'est du give and take. En business, c'est la même affaire. Tu sais, Bien sûr. c'est important. Là. Le respect, le travail, les bonnes relations d'affaires. C'est des bonnes relations dans la vie, c'est important, mais les bonnes relations d'affaires, je dis pas que c'est plus important, là, mais je veux dire, si tu t'entretiens pas des bonnes relations d'affaires, tu vas te peinturer dans le coin du sol, dans le mur. Ça fait partie de la recette. Bon, sur ce, je sens qu'on va se faire interrompre dans pas longtemps. Les gars, Mais t'as énormément de choses à nous partager. J'ai adoré t'avoir. Merci. Je suis très content de t'avoir rencontré. Ouais. merci les gars, merci à vous autres, pour vrai, lâchez pas, puis ça a été un plaisir. Très bien reçu, café excellent. Et t'es bien le café? Ah ouais, c'est une bouteille d'eau qui a explosé. C'est ça notre charme, c'est que nos bouteilles elles explosent. Yes sir, merci les gars. C'était un plaisir, hein? Mais, Oh wow. ok, attends, il faut que tu m'apprends là. Moi je t'ai préparé à... Tous les jours faut augmenter les streams, je vais toujours dans les détails, même sur mon textile. Difficile de se rattraper si tu pèses dans mon estime. Je les laisse dire, sauf si ça approche trop près de mon SB. Fuck it up every day. Et dans le shit, je suis sur le fact, je suis validé.